La négociation est au cœur de toutes les missions de maintien de la paix. Là, ça a commencé à se pousser, puis là, ça jouait rough. Puis là, à un moment donné, le commandant croate, là, il a dit Rico ou Chico, ou je sais pas trop. Là, Chico, là, il a pris son 9 mm puis il a mis ça dans la face du sergent Caron. Là, moi, je pouvais voir le regard là, du croate. Puis, il avait pas de l'air ça avait pas de l'air à le déranger pantoute, là, de tirer sa détente, là, puis d'appuyer sa détente, puis de se faire un UN. Fait que là, c'était dans le très tendu. Fait que là, à ce moment-là, j'ai dit au sergent Caron, arrêtez ça, donnez-y votre arme, ça finit là. J'ai dit, c'est trop, on est trop, là, ça accorde, on arrête ça de là. Fait que là, à partir de ce moment-là, ils ont tout pris nos armes, ils les ont toutes mis d'un tas, ils les ont comptés, ils nous ont comptés. Là, après ça, je suis allé discuter avec le commandant dans notre tour d'observation. J'étais tout seul avec. Là, j'ai parlé avec, puis peu de temps après, là, peut-être 5-10 minutes après, il y a eu comme un genre de sentiment là, de respect ou... Moi, je pense que c'est plus du respect que de la confiance qui s'est créé entre moi et lui, puis en signe là, de bonne foi, là, il m'a redonné mon 9 mm chargé, puis peut-être 15 minutes après ça, ils nous ont tous ordonné nos armes. Quelle que soit la mission et quel que soit votre grade, vous devez connaître les principes de base de la négociation. Car une fois sur le terrain, c'est vous qui aurez à faire face à des situations susceptibles de tourner brusquement au vinaigre. Il est toujours préférable de négocier une solution d'indifférent au plus bas niveau possible. Mais si aucun accord n'est possible, il peut être très efficace d'amener la négociation à un échelon plus élevé. Au niveau inférieur, ce sont les contacts personnels qui sont mis en jeu et qui portent fruit. On peut toujours commencer une négociation à un niveau supérieur, mais les accords seront sans effet s'ils ne peuvent être mis en pratique sur le terrain. Quand une personne occupe un poste d'observation, elle devrait pouvoir parler au commandant de section ou de peloton opposé sur le terrain pour créer un climat de confiance, sachant très bien que si quelque chose se produit, ça arrive habituellement quand un soldat tire sur un autre. Faites attention à ce que vous faites et à ce que vous dites. Quand la situation est émotive, elle peut facilement dégénérer. Votre casque bleu ne vous confère pas le droit de donner des ordres aux soldats des forces en présence. Le tact et la prudence sont toujours de rigueur. Vous devez adopter le point de vue des Nations Unies plutôt que celui du Canada. En mission de maintien de la paix, vous représentez 184 pays et non plus un seul. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, assurez-vous que votre action est conforme aux objectifs de votre commandant et aux accords en vigueur. Tâchez d'associer vos buts à ces accords et aux marchés déjà conclus. Votre position de négociation n'en sera que renforcée. Le quartier général supérieur doit constamment être tenu au courant de ce qui se passe, de manière à pouvoir fournir en temps opportun le soutien et l'orientation voulus. Vous devrez souvent négocier votre passage au point de contrôle et au barrage routier. La négociation est alors spontanée, improvisée. Son succès dépend de votre personnalité, de vos talents de persuasion, de votre bon sens, de votre tact et de votre patience. Surtout, de votre tact et de votre patience. Il est rendu probablement à mi-chemin de notre trajet. Il fallait passer un col, il fallait monter une montagne. Puis sur le fait de la montagne, il y avait, comme on appelait, un warlord qui tenait la montagne. C'était son secteur à lui. C'est lui qui décidait, là, on passe, on passait pas. Puis rendu sur le fait de la montagne, il a décidé qu'on passait plus, là. Le TTB approchait du point de vérification où nous nous étions arrêtés. Et cet individu a armé son fusil et s'est mis à nous menacer. À dire qu'il voulait tuer les journalistes, pour une raison ou une autre, personne ne savait vraiment. Les renseignements m'étaient fournis, par bribes, par un traducteur. Alors, à ce moment-là, je me trouvais seul avec un chauffeur et 3 journalistes.
et une personne, un civil armé, qui avait peut-être l'intention de s'en prendre aux individus. Vous savez, ce genre de situation survient très souvent. L'individu ne pointait pas son arme vers une personne en particulier, alors il n'y avait rien à faire, mais il fallait se tenir prêt. Son fusil était armé, il le tenait dans les airs, il disait très ouvertement qu'il voulait s'en prendre à ces gens. Mon chauffeur et moi étions prêts à réagir. Avec un peu de négociation, en gardant notre calme et en le regardant droit dans les yeux, nous avons fini par le calmer et il s'est retiré dans un bâtiment. Nous avons réussi à passer en surveillant nos arrières, bien sûr. Nous voulions être sûrs qu'il n'en profiterait pas pour tirer sur nous dès que nous aurions le dos tourné. Avant même que le convoi ne soit formé, familiarisez-vous avec l'itinéraire et notez les points de contrôle que vous aurez à franchir. Apprenez-en le plus possible sur les belligérants que vous êtes susceptibles de rencontrer. Ils sont probablement connus dans la région et l'on pourra sans doute vous renseigner sur leur comportement antérieur. Vos contacts personnels sont importants. Ils peuvent faciliter vos rapports avec les commandants locaux. Renseignez-vous sur les gens en place. Par exemple, le dirigeant local est-il un passionné de soccer? Aime-t-il la musique rock? Est-ce un fanfaron ou une personne raisonnable? Reconstituez le puzzle. Chaque pièce peut être utile. Vous devez connaître les observateurs des Nations Unies qui travaillent dans votre secteur. Ils peuvent vous fournir toutes sortes d'informations utiles. Votre traducteur est un atout important dans l'équipe. Informez-le de vos objectifs dans la négociation. Assurez-vous qu'il sait très précisément ce que vous voulez accomplir. Vous réduirez ainsi les risques de malentendus et vous pourrez vous attaquer au cœur du problème beaucoup plus rapidement. Quand il devient évident que vous allez devoir vous arrêter et négocier le passage avec les forces en présence, passez en revue votre plan de match. Imaginez la personne avec qui vous allez négocier. Demandez-vous qui prend les décisions. Informez votre traducteur de vos intentions. Fait que notre commandant, qui était dans les premiers véhicules de tête, est débarqué. Il était voir ce qui était le problème au juste pour savoir pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas passer exactement. Puis que là, nous autres, on attendait, puis on ne savait pas ce qui se passait. Moi, j'étais comme le 5 ou 7e véhicule dans les premiers. Ça prenait une ambulance pour à quoi qu'il arrive quelque chose. Puis là, on commençait à négocier, puis à parlementer, puis là, ça prenait du temps. Puis là, ça partait ça allait en arrière, qui ne voulait pas nous laisser passer pour telle et telle raison. Puis là, pour nous montrer qu'il était convaincant, le commandant a dit « Moi, je vais passer ». Fait que lui, il a pris ses enfants, les vieillards, il les a positionnés avant pour être sûr qu'on passe pas, comme moyen de pression, quand même. Trouvez la personne qui est en charge. Observez les règles de la courtoisie militaire. Utilisez toujours un langage respectueux. Il est essentiel de connaître quelques mots dans la langue du pays. Utilisez-les le plus souvent possible. Ils permettent de briser la glace et d'établir un bon climat dès le départ. Vous connaissez peut-être ces gens. Vous vous êtes peut-être déjà rencontrés. Parlez de cette rencontre si elle a été amicale. L'échange de petits présents peut parfois s'avérer utile en matière de négociation. Offrir une cigarette, par exemple, est souvent très apprécié et peut aider à réduire la tension et établir un climat de confiance. Dans certains pays, la coutume veut que l'on offre un verre. Si vos ordres vous défendent de consommer de l'alcool durant le travail, expliquez clairement la raison de votre refus. Vous éviterez ainsi des froids et des malentendus inutiles. Ce qui importe de se rappeler, c'est qu'il faut toujours être prudent et faire preuve de jugement dans ce genre de rituel. En effet, il ne faut surtout pas que votre geste donne l'impression que vous marchandez votre droit de passage. La règle est simple, vous récompensez la coopération, mais vous ne l'achetez jamais. Allez au cœur du problème. Pourquoi vous refuse-t-on le passage? Soyez parfaitement au fait des derniers accords. Votre position doit être inattaquable. Pendant la négociation, parlez directement à la personne en charge et non à votre traducteur. Le traducteur n'est jamais le négociateur. Il faut absolument que vos papiers soient en ordre. Adoptez une position d'autorité. Soyez ferme, mais toujours poli. Gardez en mémoire que le but ultime de la négociation est le passage de convoi. Ne laissez pas la discussion dévier sur d'autres sujets. Ne vous embarquez surtout pas sur le terrain politique. Il ne s'agit pas de savoir qui a tort ou qui a raison. Limitez l'entretien aux faits strictement militaires. Surtout, restez calme.
et garder une attitude professionnelle. On a rencontré un autre qui tenait un pont, qui nous menait encore à Sarajevo. C'était bien plus loin, là. C'était plus tard dans la journée. Rendu au pont, il n'a pas voulu nous laisser passer, lui non plus. Bon, lui, c'était son district à lui, puis lui non plus, il ne voulait pas nous laisser descendre à Sarajevo. Moi, je me rappelle, je regarde dans mon miroir, puis je vois le Warlord, lui, qui était dans le pont, venir d'en arrière, monter jusqu'en avant, commencer à négocier avec le commandant. Là, ça a commencé à parler pas mal fort. Le commandant a fait un signe, puis les snipers ont été déployés dans la montagne partout, autour de nous autres, pour sa protection, pour pas qu'eux autres fassent feu sur nous autres, qu'au moins qu'on ait de quelqu'un dire, au moins il y a quelqu'un là pour nous surveiller, nous protéger. Fait que le commandant dit, parlait avec le gars, jasait avec le gars. Ça a pris un certain temps, moins 1h30, 2 heures, puis on a réussi à passer. Des tensions similaires naissent souvent dans les centres de distribution alimentaire. Vous pouvez utiliser les mêmes techniques pour désamorcer la situation. Et puis, des fois, la population a tendance à devenir agressive, puis ils peuvent jusqu'à suggérer des façons pour t'en faire donner de l'aide humanitaire. Par la force, en te menaçant, en peut-être te pointant des armes, ou ça peut être aussi banal que tirer des pierres ou des choses comme ça. Mais il y a toujours une certaine escalade qui se fait, puis elle se fait très rapidement. Pour qu'un centre de distribution fonctionne bien, il faut la collaboration de plusieurs intervenants. Les organismes non gouvernementaux, les agences civiles de bénévoles, les groupes de charité, les autorités locales et les forces militaires en place. Si un des belligérants ferme le centre dans votre secteur, c'est peut-être vous qui aurez la responsabilité de le rouvrir. Et ce n'est pas toujours facile. Vous devrez peut-être traiter avec plusieurs niveaux de commandement. Des soldats réguliers, des miliciens et même des gangs plus ou moins associés à la mafia locale, y compris la police locale qui aura souvent un parti pris. C'est une des choses qui est très difficile à comprendre quand tu es dans ta première mission UN, c'est que tu penses arriver là et puis que les gens vont t'accueillir avec les bras ouverts. C'est pas tout à fait ça qui se produit. Puis ça prend pas grand temps à le réaliser. C'est un peu frustrant. Par contre, il faut apprendre à vivre avec ça parce que si on se met un peu dans le dos des gens qui vivent un paquet de choses, on réalise que nous autres, on est vus comme des privilégiés. Trouvez d'abord la personne qui est en charge, celle qui peut prendre la décision de rouvrir le centre. Respectez l'habituelle courtoisie du protocole militaire. Soyez poli mais ferme. Écoutez ces gens. Respectez leur point de vue. Quel que soit le conflit, ils ont probablement vécu des moments difficiles. Ayez de la considération, mais ne faites aucune promesse que vous ne pouvez pas tenir. Voyez ce qu'ils veulent. Si vous pouvez les accommoder, tant mieux. Sinon, il faudra vous débrouiller, négocier un compromis ou amener l'affaire à un niveau supérieur. Mais quelle que soit la situation, restez calme. Ne vous laissez pas entraîner dans une escalade qui vous amènerait à poser des gestes non professionnels. Connaissez bien vos drills, actions immédiates et règles d'engagement. Dans certaines situations, élever la voix et montrer une mauvaise humeur apparente peut constituer des tactiques efficaces de négociation. Mais faites preuve de prudence. Il ne faut jamais qu'un chef local paraisse mal devant ses troupes. Si l'impasse persiste, vous pouvez toujours mettre fin aux pourparlers et remettre les négociations à plus tard. Dans un poste d'observation, la nature même du travail vous amène à limiter les mouvements des forces en présence et des populations civiles. Des ententes interviennent parfois pour permettre à des civils de traverser les frontières pour des visites familiales ou pour des échanges de prisonniers. Votre rôle sera d'assurer le passage selon les règles préalablement établies et de voir à ce que personne ne soit victime d'insultes, de harcèlement ou de pression. Gentillesse, fermeté et neutralité absolue sont ici les règles. En aucun cas, vous ne devez faire preuve de favoritisme. Ne portez jamais une accusation à moins que vous ou un membre des forces des Nations Unies n'ayez été directement témoin des actes reprochés. Au début d'un conflit, la négociation peut sauver énormément de vies. À ce stade, les belligérants ne veulent habituellement pas se parler. Les forces d'interposition jouent alors un rôle d'intermédiaire, faisant souvent la navette entre les quartiers généraux des forces en présence. Après un certain temps, il devient possible d'organiser des rencontres entre les belligérants pour régler des problèmes immédiats. Vous-même ou votre commandant pourriez avoir un rôle à jouer dans ces négociations. Le succès d'une séance de négociation dépend souvent d'une préparation adéquate.
Sur les lieux, voyez à ce que rien ne manque, aussi bien les rafraîchissements que les troupes qui assurent la sécurité. Un certain nombre de points doit être réglé au préalable. Informez les parties de l'heure et du lieu de la rencontre, de l'ordre du jour, de l'identité de chacun des participants, de l'entente sur le port d'armes et de la disponibilité des interprètes. Votre commandant pourra vous demander d'effectuer une recherche factuelle sur le sujet de la négociation, sur l'historique du conflit, sur la personnalité des personnes impliquées, sur leurs positions respectives et sur les possibilités d'un terrain d'entente. Encore une fois, vos contacts personnels avec la population locale vous sont d'une grande utilité. Si vous devez négocier vous-même sur un sujet que vous connaissez moins, demandez l'aide d'un expert et impliquez-le dans votre mission. En cas de doute, faites appel à votre commandant. Durant la négociation, votre travail consiste à rapprocher les parties pour qu'elles en arrivent à un règlement pacifique du litige. Soyez vous-même un exemple de courtoisie et de coopération. Les relations personnelles que vous établissez peuvent faire toute la différence. Respectez les grandes règles de la négociation. Ne jamais mentir, ne jamais prendre parti, s'en tenir strictement aux faits militaires. C'est la clé du succès. Finalement, rappelez-vous ceci. Quels que soient les efforts que vous faites pour rester neutre, un geste d'amitié ou de gentillesse à l'égard des belligérants peut être perçu comme du favoritisme. On a déjà vu dans le passé que cette perception peut être communiquée aux médias et être utilisée contre le personnel des Nations Unies. C'est malheureusement la réalité des conflits d'aujourd'hui. Savoir où tracer la ligne est un art qui demande un long apprentissage et l'expérience du terrain. Principles that you try to keep on the ground are as simple as staying truthful with the people you're Un talking des to. principes qu'il faut appliquer sur le terrain est aussi simple que de dire la vérité à ceux à qui on parle. S'en tenir à ce que l'on sait et à l'autorité que l'on possède sur le terrain. Se tenir au courant de ce qui se passe au niveau des commandements supérieurs et de l'information qui circule dans la population générale, pour qu'ils soient en mesure de vérifier les renseignements que vous leur donnez. Et votre crédibilité sera établie. Et c'est certain, les gens auront confiance en vous. Ils vous croiront. Essentiellement, il faut demeurer ferme, garder sa position et essayer de les convaincre, tout comme j'essaierai de vous convaincre d'acheter ma vieille voiture. Les casques bleus canadiens doivent utiliser leur talent de négociateurs dans des points chauds partout à travers le monde. La négociation, à quelque niveau que ce soit, est l'élément central dans la résolution de tous les conflits. Lorsqu'elle est bien planifiée et habilement menée, elle consolide le mandat des forces des Nations Unies et contribue à l'instauration d'une paix durable. Pendant une négociation, gardez en mémoire les principes suivants. Faire preuve de prudence et de tact. Utiliser un langage respectueux. Agir en fonction des ordres et des accords existants. Informer l'échelon supérieur de l'évolution de la situation. Bien connaître les gens et les organismes avec qui vous faites affaire. S'en tenir aux faits. Utiliser son jugement.